Bon, alors en guise de proposition liminaire, je vous dirais que je ne suis pas très satisfait de l'intervention que je vais faire devant vous. Ce sera peut-être la partie la plus originale de ma communication, cette annonce. Mais alors, j'en suis pas très satisfait pour trois raisons. La première, c'est que au fond, elle est assez largement hors sujet, si tant est que le sujet soit ce qui nous est étranger. Alors, je parle un peu de dans quelle mesure il m'arrive d'être étranger à moi-même, mais enfin. Donc c'est la première raison. La seconde raison, c'est que je me suis laissé aller pour des raisons dont je voudrais vraiment que vous ne pensiez pas que cela a à voir avec du narcissisme, mais je me suis laissé aller à former des observations, des propositions, des réflexions sur certains de mes livres, ou en tout cas sur la façon que j'ai d'écrire. Et en l'occurrence, ce sont des réflexions qui sont plutôt, qui sont souvent critiques ou qui laissent place à beaucoup de doutes. Donc, je suis un peu rassuré par cela, mais enfin, voilà, ne croyez pas que tout d'un coup je suis atteint de délire narcissique. Et puis, enfin, la troisième raison pour laquelle je ne suis modérément satisfait de ce que je vais vous dire, c'est que peut-être la tonalité en est-elle un peu trop crépusculaire, un peu trop sombre. Bon, nous verrons. Alors, lorsque Dominique Bondu m'a demandé, il y a quelque temps, de lui indiquer un titre pour cette intervention que je devais faire au banquet, cette exigence m'a embarrassé, parce qu'à ce stade, je ne savais pas bien ce que j'allais dire, mais puisqu'il insistait, j'ai proposé celui-ci, s'éloigner. Téléphone, c'est pas le mien, mais je vais éteindre le mien. Oui, donc j'ai proposé celui-ci, s'éloigner, un peu au hasard, mais pas tout à fait. J'ai toujours ce sentiment, en effet, que les reliefs du monde ont tendance à s'estomper légèrement, à mes yeux, comme si je m'éloignais très lentement d'un rivage et comme si moi-même je devenais un peu... ma silhouette devenait de moins en moins distincte. Alors cela tient sûrement en partie au point de la vie où je suis. Vous voyez que c'est crépusculaire. Hein. Il vient le temps dont on se déprend. Il y avait évidemment de la mélancolie dans l'élection de ce titre. J'avais vaguement en tête 2 vers de Baudelaire, tout un monde lointain, absent, presque défunt. Et puis, ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, tirés l'un et l'autre, vous vous en souvenez certainement, de 2 des plus beaux poèmes des Fleurs du Mal, La Chevelure et À une passante. Croisant l'un et l'autre des lointains spatiaux et des lointains temporels, associés l'un et l'autre à des figures féminines. Flottaient aussi dans mon esprit des souvenirs qui ne se nouaient aucunement en une thématique, mais que pouvait lier le verbe s'éloigner. Il y avait l'air Soave sia il vento dans Così fan tutte, qui est un des morceaux de musique vocale que j'aime tout particulièrement. Il y avait les pages des Géorgiques que j'ai commentées dans un recueil paru chez Verdier qui s'appelle Bric et Broc. Donc il y avait les pages des Géorgiques où Claude Simon décrit l'approche, le passage puis l'éloignement rapide d'un train qui finit par disparaître aux yeux des cavaliers dans la distance et dans le soir qui tombe. Il y avait le poème de Cavafis, La mort d'Antoine, comme un homme courageux qui serait prêt depuis longtemps, salue Alexandrie qui s'en va, Apochéretetin in Alexandria Poufevgi.
Il y avait le Quand tu aimes, il faut partir de Sandrard, les discrètes descriptions que donne Borges de l'effacement du monde à mesure qu'il devient aveugle, la petite figure du moine au bord de la mer de Friedrich, des voiles comme des fantômes dans une brume lumineuse sur des tableaux de Turner. Donc il y avait tout ça, de la musique, de la peinture, de l'écriture, de la littérature. Tout ça faisait un paysage un peu vague. Alors après, j'ai essayé de réfléchir quand même quelle variation je pouvais faire un peu plus précise sur ce thème de s'éloigner, qui peut s'entendre selon différentes nuances de sens. Il y a bien sûr l'éloignement dans l'espace, l'attirance pour le lointain géographique. J'ai lu que Dominique Bondu m'a présenté dans la dépêche, et même tout à l'heure d'ailleurs, comme un grand voyageur. Alors il exagère un peu, mais enfin il est vrai que je passe pas mal de temps sur les routes du monde. Donc je vais commencer par là, le plus évident. Bien que ce ne soit pas ce qui m'importe le plus, c'est qu'au fond je pourrais très bien être écrivain sans voyager. Je n'ai jamais voulu être embrigadé dans la troupe des écrivains voyageurs, dont je me suis même moqué autrefois. Donc je vais quand même dire quelques mots là-dessus. À l'origine de cette agitation, il y a une insatisfaction vis-à-vis du monde qui nous entoure, une inquiétude, intranquillité, n'est-ce pas? Comme vous le savez, c'est ça que ça veut dire. On n'est pas inquiet, on n'est pas tranquille, on ne se tient pas tranquille. Et en même temps, une curiosité de peintre, je dirais, pour sa bigarrure. C'est par là que le voyage a quelques rapports avec l'écriture, car on écrit aussi par inquiétude et insatisfaction et curiosité. On voyage sans le vrai voyage et sans but réel. Il est juste poussé par la volonté de fuir l'habitude, parce que l'habitude en quoi certains trouvent leur confort, l'habitude nous épuise. Et c'est contre l'habitude aussi qu'on écrit. Cela a à voir avec la mélancolie, bien sûr. Vous connaissez tous, vous souvenez tous du célèbre début du chapitre 6 de la troisième partie de l'éducation sentimentale, qui associe étroitement en 3 mots voyage et mélancolie. Il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots. Au principe de cette inquiétude, de cette intranquillité, il y a encore l'espoir un peu naïf que très loin du fin fond du monde, quelque chose, à notre insu, nous regarde, quelqu'un peut-être, que plus nous sommes étrangers et plus nous risquons de découvrir une vérité cachée en nous-mêmes, parce que se mettre dans la situation d'étranger, c'est-à-dire ce que nous croyons sottement ne pas être, c'est se dépouiller des habitudes qui nous empêchent de voir. C'est faire l'expérience de la maladresse, de la faiblesse, d'une enfance un peu ridicule parce qu'elle se vit à l'âge adulte. Dépayser, c'est un mot qui a pris un sens touristique parfaitement fade, mais dont pourtant la formation suggère un sens beaucoup plus corsé. C'est ôter son pays, dépouiller l'ensemble immense d'habitudes qu'est un pays, comme déshabiller, c'est ôter un habit. Quelque chose peut-être nous attend, quelque chose de perdu, d'oublié, qu'il faut retrouver et qui est à l'opposé, au plus loin. L'illumination païenne que Ségalène prête à Gauguin à l'arrivée aux Marquises, par exemple, ou bien la paix irradiante qui envahit Nicolas Bouvier au pied de la passe de Caillebert. Une découverte pour laquelle il serait difficile de trouver des mots, très éloignée de toute façon des facilités de l'exotisme, et qui aurait plutôt à voir avec ce que l'auteur de L'usage du monde nomme cette espèce d'insuffisance centrale de l'âme qu'il faut bien apprendre à côtoyer, à combattre, et qui, paradoxalement, est peut-être notre moteur le plus sûr. Donc voilà, ce que je retiens moi, ce que j'aurais voulu dire, c'est que ça commence par là, par une insuffisance de l'âme.
quel que soit le sens qu'on donne à cela, qui n'est pas évident. Alors s'éloigner, cela a encore le sens d'un effacement discret, s'éloigner sur la pointe des pieds. C'était surtout ce sens-là que j'avais en tête. Ce n'est pas que je brûle de disparaître, ne vous en faites pas, mais enfin, je vois que les ombres s'allongent. Voilà encore le crépuscule. Je suis venu à la littérature il y a 30 ans, c'était déjà pour m'éloigner de quelque chose, ou plutôt ce fut ma façon de m'éloigner du discours péremptoire, dur et infertile comme la pierre de la politique. J'ai déjà raconté ça ici même, il y a 6 ans. Je ne vais pas y revenir. Pour ceux qui seraient curieux de cette explication, elle a été publiée sous le titre « La métisse du roman ». La métisse, c'est-à-dire la ruse, disons. Pas la métisse au sens de Julien Clerc. La métisse du roman, dans le recueil au titre fort antipolitique de Bric et Broc, qui est paru aux éditions Verdier. Je rappellerai juste la phrase de Barthes, qui était une de celles autour desquelles s'organisait ma réflexion. Le roman ne fait pas pression sur l'autre, sur le lecteur. Son instance est la vérité des affects, non des idées. Il n'est donc jamais arrogant, terroriste. Fin de la citation. Il est de l'essence de la politique d'exclure la nuance, de porter en elle l'arrogance et la pente de la terreur qui s'en origine. C'est curieusement le même mot d'arrogance qu'utilise, j'ai lu ça récemment, c'est pourtant pas un livre récent, mais qu'utilise Mona Ozouf lorsqu'elle se souvient, dans la Muse démocratique, du vif courant d'air frais, libertaire, que la littérature faisait passer dans l'atmosphère étouffante des certitudes politiques. Pour lire des romans, dit-elle, nous laissions de côté, comme on dépose un bagage encombrant, notre dévotion aux idées générales, notre arrogance, et avec plus de soulagement encore, le sentiment épuisant d'avoir toujours à nous projeter dans le futur. Le génie subtil et ironique de la littérature a été l'antidote. Les mots moirés, colorés de la littérature contre la sécheresse des mots d'ordre. Il m'arrive, au point où j'en suis, il m'arrive de me demander si j'ai bien ou mal, audacieusement ou de façon routinière, parcouru le nouveau territoire qui m'était échu. Et j'ai été de ces contrées un explorateur, même modeste, ou un touriste. Cette conférence, autant vous prévenir, n'en sera pas vraiment une, enfin je vous ai déjà un peu prévenu, mais j'y reviens. Elle aura des côtés de confession, pas trop impudiques quand même, parfois un peu autocritiques. Elle aura les accents un peu personnels de qui, marchant depuis longtemps, 32 ans, et encore j'ai commencé tard, je n'étais pas précoce, se retourne sur le chemin parcouru. Je parlerai un peu de moi, ce n'est pas mon habitude et c'est un peu incongru peut-être, j'aimerais que vous n'y voyiez pas une outrecuidance, mais une marque de confiance. Je l'ai su, senti, avant même de le réfléchir, c'était ce qui de la radicalité révolutionnaire me restait. Il fallait s'éloigner des modèles, des topoi, des formes traditionnelles. J'ai cité en post-scriptum de mon livre sûrement le plus audacieux, L'invention du monde. J'ai ce malheur d'avoir mon livre le plus audacieux, d'avoir écrit il y a 20 ans mon livre le plus audacieux. C'est quelquefois assez lourd à porter. Mais enfin, bon, je l'ai fait quand même. J'ai cité en post-scriptum de mon livre sûrement le plus audacieux, L'invention du monde, cette phrase de Calvino qui me semble formuler l'article capital de l'éthique de l'écrivain. La littérature ne peut vivre que si on lui assigne des objectifs démesurés, voire impossibles à atteindre. Il faut que poètes et écrivains se lancent dans des entreprises que nul autre ne saurait imaginer si l'on veut que la littérature continue de remplir une fonction. Fin de citation. Il faut placer la barre très haut et après, naturellement, on passe en dessous. C'est Alain Borer, le Rimbaldien, l'auteur récent d'un beau plaidoyer pour la langue française dont je reparlerai. Donc c'est Alain Borer qui m'avait dit ça à l'époque.
Et je n'ai jamais oublié cette injonction, bien que je sois constamment passé en dessous de la barre, naturellement. Écrire, c'est s'éloigner des modèles, c'est aussi sans cesse s'éloigner de soi-même. Non qu'il faille contrevenir aux exigences que l'on sent se formuler en soi, implicites mais impérieuses, lorsque coagule le projet d'un livre. On doit au contraire les respecter absolument. Cela aussi fait partie de l'éthique de l'écriture. Julien Gracq dit quelque part, enfin c'est en lisant, en écrivant, je pense, qu'il y a une quantité incroyable de décisions qui se prennent dans la première page d'un livre. C'est là, dans ce petit espace, que cristallise ce qu'il sera. Non pas comment il se terminera ou ce qu'il va raconter, etc. Ça n'a aucune espèce d'importance. Mais son rythme, sa voix particulière, son caractère. Donc voilà, tout cela se décide dans le début. Et on doit respecter ces décisions que le livre nous impose au début. Mais au premier rang de ces exigences, j'ai toujours éprouvé celle de m'éloigner des sentiers précédemment battus par moi, de ne pas remettre mes pas dans mes pas. Et si je ne me suis pas assez souvent coulé hors des formes connues, je ne l'ai fait certainement que dans 2 cas au moins d'importance inégale, avec l'invention du monde et ensuite avec un livre qui s'appelle Suite à l'Hôtel Cristal, je suis sûr, en tout cas, d'avoir pratiqué sans faillir ce second et multiple éloignement. Je pense qu'il n'y a pas 2 de mes livres qui se ressemblent. Je ne me plagie pas à moi-même. Je pense avoir fait une œuvre bigarrée, inégale. Et alors, les imbéciles, disait Manet, le peintre Édouard Manet, de ceux qui l'accusaient d'être inégal, cela a toujours été mon ambition de ne pas demeurer égal à moi-même, de ne pas refaire le lendemain ce que j'avais fait la veille, de m'inspirer constamment d'un aspect nouveau, de chercher à faire entendre une note nouvelle. Ah, les immobiles, ceux qui ont une fortune, qui s'y tiennent, qui s'en font des rentes, en quoi cela peut-il intéresser l'art ? Fin de citation. Cette versatilité, cependant, ne va pas sans doute. Je crois que chaque livre nécessite comme une longueur d'onde spécifique, qu'on n'émet pas sur la même bande de fréquence selon qu'on veut faire le portrait du monde, raconter les aventures picaresques d'une bande de jeunes gauchistes des années 68 ou retracer la vie et la mort sinistre d'une victime du stalinisme. Il me semble donc normal d'avoir d'émettre selon plusieurs longueurs d'onde, d'avoir plusieurs styles, mais si cela voulait dire que je n'en ai aucun. Cette crainte me tourmente parfois les jours de déprime, et ils sont nombreux. Il y a des écrivains dont on dit, et c'est vrai d'ailleurs, qu'on les reconnaît tout de suite, qu'on reconnaît en ouvrant une page. Si on ouvre une page d'Antoine Volodine, par exemple, on reconnaît que c'est du Volodine. Et j'admire cela, et j'admire Antoine Volodine, par exemple. Mais bon, moi, j'écris selon plusieurs longueurs d'onde. Elles n'ont pas manqué, en tout cas, cette versatilité, cette bigarrure de perturber quelque peu l'accueil qui était fait à mes livres. Inclassable, c'est souvent ainsi qu'on me voit, et au fond, cela me convient. Il m'arrive de penser, dans mes moments d'orgueil, ou peut-être d'égarement, vous allez voir jusqu'où je descends, il m'arrive de penser, et j'espère que vous ne mésinterpréterez pas cet aveu, que vous ne le prendrez pas pour une plainte ou une protestation, il m'arrive de penser donc que je n'ai pas été complètement reconnu par les distributeurs patentés de brevets de reconnaissance. Ne pas s'en plaindre ne veut pas dire qu'on n'en souffre pas, il n'y a rien d'indigne à le reconnaître. On n'est pas un ange. Manet, lui encore, le révolutionnaire Manet, le peintre d'Olympia et du déjeuner sur l'herbe, souhaitait la reconnaissance du salon, c'est-à-dire de l'art officiel. Et cette ambition qui suscitait les sarcasmes du peu généreux Degas, je la trouve, moi, compréhensible et émouvante.
Ces distinctions, et j'écris dans Un chasseur de lions, livre dont il est un des protagonistes, ces hochets qui font ricaner les mesquins sont à ses yeux autant de petites victoires symboliques contre ce que Mallarmé, son ami le plus fidèle, a nommé les noirs vols du blasphème. La preuve qu'il n'a pas transigé ni cédé sur rien, elle est dans les yeux mélancoliques de Suzon, la barmaid des Folies Bergères, l'un de ses derniers tableaux, son dernier grand tableau, dans les deux petites bottines vertes de la trapéziste qu'on aperçoit joyeusement, splendidement incongrues, tout en haut à gauche du tableau. Tout cela est en fin de compte anecdotique, mais on dit tant de fadaises convenues sur cette question de la reconnaissance qu'il me semblait honnête de l'évoquer sans fausse pudeur, sans pudeur. D'ailleurs, ne pas être trop flatté, trop choyé, a au moins un bon côté, c'est que ça épargne la tentation de s'installer bourgeoisement dans la maison des lettres, y louer un meublé, y devenir propriétaire ou simplement concierge de ces ambitions prudentes auxquelles on aurait peut-être pu céder. On s'éloigne sans trop de regrets, sans qu'il y soit besoin de beaucoup de vertu. Il faut reprendre la route, espérant qu'elle sera longue encore, un peu longue, avec en tête la seule inquiétude qui compte vraiment et qui est celle que j'ai ainsi exprimée dans Bakou, Dernier jour, un livre qui tourne avec légèreté, je crois, autour du thème de la disparition, de ma propre disparition. Ce qui serait vraiment mourir, c'est de ne pas sentir, ce n'est pas de sentir les derniers grains de la jeunesse couler dans le sablier, ce serait de comprendre soudain qu'on n'a pas fait d'œuvre, que tout ça, tous ces jours, ces nuits sous la lampe, ces milliers de pages, c'est rien pour rien. Horreur semblable à celle qu'éprouve cette héroïne de Maupassant qui a ruiné sa vie pour rembourser une parure de diamant qu'on lui a prêtée, qu'elle a perdue, et dont elle apprend quand tout est fini, irrémédiablement, qu'elle était fausse et ne valait rien. Toute sa vie foutue pour de la verroterie. C'est aussi la révélation qu'a Elstire devant la vue de Delphes de Vermeer, et il en meurt. Suis-je dans ce cas, me demandai-je dans le livre, Bakou, Dernier jour, je réservais ma réponse. Et si vous permettez, je la réserve toujours. Ça qui est ce qui compte, on ne le sait pas, ou si on le sait, on meurt. C'est la face de la Gorgone. J'ai dit que chacun de mes livres tendait à s'éloigner du précédent, et c'est vrai, mais il n'y a pas, à travers leur ensemble, que ce mouvement, qu'on pourrait dire de bifurcation successive, d'étoilement. Il y a aussi, je crois, et je ne suis pas sûr d'être content de le croire, une trajectoire qui s'éloigne continuellement du point de départ. En ces temps lointains, j'étais adepte d'une écriture à la fois plus spectaculaire et plus ésotérique, plus baroque, disons. Toutes les figures, même les plus aventureuses, me semblaient possibles. Tous les mots, même les plus rares, surtout les plus rares, je m'en emparais. Je faisais le saltimbanque, l'acrobate, le jongleur. Le clown aussi, peut-être, ça a dû m'arriver, mais c'était involontaire. L'inclination ésotérique, je la devais sans doute à l'histoire d'où je venais. La littérature était la poursuite de la conspiration par d'autres moyens, mais aussi à la lecture de Mallarmé, le titre de mon premier livre, Phénomène futur, dit assez cette influence, et d'autres auteurs que je lisais alors, comme Carlo Emilio Gadda, par exemple, italien, entre autres. Relisant il y a 4 ans ce premier livre pour les besoins du volume 1 de Circus, que je désignais ironiquement comme mes œuvres pré-posthumes, j'ai été gêné, et je l'ai écrit, par certains excès de langue. Je ne suis plus trop tenté de faire des triples sauts périlleux arrière. Je trouve des mérites à la simplicité, à la clarté. Je ne méprise plus certaines qualités de netteté élégante, concise, que recèle la langue française. Mon dernier livre, Le Météorologue, en porte témoignage, je crois, mais d'autres qui précèdent aussi. Plus de classicisme, en fin de compte. Alors quoi ? Retour à la langue de Racine, pour ne pas dire de Boileau, moi qui ai commencé à apprendre très confusément ce qu'était la littérature en lisant Ulysse. Est-ce une intelligence plus intime et plus modeste en même temps de la langue, ou un assagissement régressif ? À mes débuts, je ne reculais pas devant le mauvais goût, d'autant moins que je n'en étais pas conscient, mais n'était-ce pas la marque d'une force juvénile, indisciplinée, qui m'a quitté ? Ne suis-je pas, par fatigue, par asthénie, en train d'en revenir à une idée de la langue
dont je me moquais dans l'invention du monde, lorsque je faisais dire au personnage qui s'appelle Fix et qui est le porte-parole de la bêtise conformiste, que l'art romanesque se définissait par une langue pure bâtie en pur bloc carré de craie blanche française, un style simple, clair, concis, économique. Donc est-ce que j'en reviens pas à ça? Ce sont des interrogations plutôt angoissantes. La littérature éloigne des certitudes arrogantes, même s'agissant de son propre travail. Pardon. Celui qui se donne à l'écriture se sent séparé du monde, notait Barthes, parmi d'autres considérations tournant autour de la situation d'exil de l'écrivain. L'exil, il y a pas mal de grandiloquence là-dedans, comme il arrive à celui qui décréta un jour la langue fasciste. Il y passe ce rêve de la grande dramaturgie historique, caractéristique de beaucoup d'écrivains français d'après-guerre et qu'ils cultivent d'autant plus qu'ils n'ont pas été tentés de jouer un rôle au théâtre de l'histoire. Alors le fascisme, l'exil, la corne du taureau, tous ces grands mots, personnellement je trouve qu'il y a de l'emphase dans cette mise en scène de la littérature comme activité dangereuse. Il est vrai néanmoins qu'il y a pour l'écrivain, inévitable dès lors qu'il prend son art au sérieux, un éloignement du monde qui tient à l'emploi d'une langue distincte de celle qu'il est convenu d'appeler de l'universel reportage. Distincte, ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il existerait comme il existait en grec, ou comme il existe toujours, autant que je sache, en arabe, une langue littéraire séparée de la langue usuelle. On n'écrit plus azur ou onde à la place de bleu ou eau, ou se pâmer pour s'évanouir. C'est la même langue, mais dans tous ses états, tous ses registres, tous ses âges, électrisée, excitée, phosphorescente, la même, mais énervée par le style, soit, nous dit Proust, une qualité particulière de vision, comme la couleur chez le peintre. La langue est lien, note encore Barthes, or elle sépare l'écrivain de la tribu. Elle est au sens étymologique religio, ce qui relie, or elle excommunie, elle exclut de la communauté. Cette sécession est une expérience très concrète et, je vous l'assure, une tristesse renouvelée. On ne trouve pas forcément un plaisir bélien, d'Henri, quoi, plaisir bélien à ne s'adresser qu'au happy few. Or, cette distance, cet éloignement-là ne cesse de croître. La langue française est une très belle ville qui tombe en ruine. On ne s'en aperçoit pas, vous qui habitez cette ville ancienne, ne vous en rendez sans doute pas compte, car c'est un désastre discret, insidieux comme un effritement, pas soudain comme un éboulement. Que décrit de façon précise, érudite, drôle, pugnace, le livre d'Alain Borère auquel j'ai fait allusion, de quel amour blessé. Ce n'est pas seulement le lexique qui est rongé, appauvri par la perte incessante de mots, et je ne parle pas de mots qui étaient en usage du temps de Rudebeuf, je parle de mots qui étaient encore nos compagnons il y a quelques dizaines d'années quand nous commencions. Donc, le lexique appauvri par la perte incessante de mots et la prolifération concomitante de mots du globish language, ce sont les structures syntaxiques qui sont dissoutes ou déformées. Je sais que ces alarmes ne sont pas de bon ton, mais le bon ton serait une façon de désigner ceux dont je voudrais m'éloigner. Et si le globish attaque et corrompt la langue comme un champignon le fait d'un feuillage, c'est parce que la sève ne monte plus, tarie par le racornissement du lexique et le pullulement du stéréotype, dont les médias sont les grands propagateurs, avec une force de diffusion, de pénétration inouïe, jamais vue, et contre lesquels l'école a cessé de prémunir, non pas faute de le pouvoir, mais désormais faute même, semble-t-il, de le vouloir. L'émerveillement dont parle Pierre Michon lorsqu'à l'école il découvrait la langue des premières pages de Salammbô ou de la légende des siècles, le sentiment de se trouver en présence d'une chose sacrée, je me demande si cela peut encore être une expérience contemporaine. Les écrivains ne sont nullement des êtres surnaturels, mais, certes pas, mais leur langue, elle,
doit tendre à l'être surnaturel. Borges rêvait de découvrir le mot qui résume l'univers. La prétention des fonctionnaires du lieu commun, plus modeste et moins philosophique, est de dire un monde banalisé en une centaine ou 2 centaines à la rigueur d'expressions toutes faites. Tout en découle peut-être, et pas seulement l'isolement croissant de la littérature, cette petite presqu'île. Car on ne pense qu'avec les mots. Les manifestes pour la liberté comme les déclarations d'amour ont besoin de mots inattendus, drus, sauvages, pas de mots usés comme de vieilles savonnettes. La fabrication de crétins ou d'esclaves passe par l'appauvrissement de la langue, on le sait au moins depuis George Orwell, si on ne l'avait pas compris avant. Italo Calvino s'inquiétait il y a déjà un quart de siècle d'une peste langagière frappant l'humanité dans sa fonction la plus éminemment humaine, la parole. J'ai écrit il y a une quinzaine d'années un dialogue entre 2 personnages représentant. L'un la langue dite savante et l'autre la langue dite populaire. Je fais d'autant plus volontiers allusion à ce texte qu'il a paru chez Verdier. Et je m'empresse de dire qu'il faut croire qu'il n'était pas très bon, puisque après avoir été lu à Avignon en l'an 2000, il n'a jamais été repris sérieusement au théâtre. Bon, en tout cas, la thèse implicite de ce dialogue était que la littérature naît de la rencontre de ces 2 langues, savantes et populaires, matérielles l'une et l'autre, c'est-à-dire produisant des effets de réel, des images concrètes. Entre elles s'introduit en coin, abstraite, pauvre, répétitive, espèce de pâte verbale agglomérée par des stéréotypes, la langue de personne, celle des nouveaux maîtres. Seulement, je ne suis pas sûr qu'il existe encore une fabrique de la langue populaire. Les quartiers qu'on dit maintenant tels sont ceux où l'usage du français n'est plus que résiduel. Et je crains que la langue savante, la langue lettrée, qui se souvient de Pascal et Montaigne, mais aussi de Virgile et d'Homère, ne soit en déshérence, car on ne veut plus d'héritage, ni d'histoire, ni de passé. Tout un monde lointain, absent, presque défunt. J'ai cité au début ce vers qui flottait dans ma tête lorsque j'ai proposé « S'éloigner » comme titre d'une intervention dont je n'avais encore qu'une idée très vague. Je me sens appartenir à un tel monde auquel il ne me déplairait pas d'accéder, comme dans Baudelaire, en respirant une chevelure de femme. C'est un monde qui n'a peut-être jamais existé, mais je sais ce qu'on y trouve. Par exemple, l'amour de la langue, des bibliothèques, le respect du savoir, le goût de la correspondance épistolaire, de la civilité, de la galanterie, oui, même ça, d'un patriotisme marié à l'internationalisme, la mémoire du passé fécondant le rêve de l'avenir, le sens de la lenteur et du silence. C'est un monde où le papier n'avait pas été détrôné par l'écran. Un monde aussi, et là je change un peu de registre, je change de niveau, mais je tiens tout de même à dire ce que je vais dire. Donc c'est un monde où l'on avait le droit, et même le devoir, d'appeler un tueur antisémite un chien fasciste, sans être rappelé à l'ordre par des progressistes dévoyés. Je tiens à dire ce que je viens de dire, parce que les événements auxquels je fais allusion ici, et les réactions qu'ils ont suscitées, même s'ils sont conjoncturels, mais je crains qu'ils ne soient pas conjoncturels, ne sont évidemment pas un ensemble de faits divers, ils affectent de façon décisive notre possibilité de penser, d'écrire et tout simplement de vivre de façon civilisée. Si ce monde lointain, absent, presque défunt, a existé, il devait être bizarrement étagé comme un escalier d'incendie zigzagant entre le XVIIIe et le XXe siècle. J'ai bien conscience que tout ça risque de faire de moi un personnage aussi ridicule que Don Quichotte égaré dans son époque. Mais enfin, je vous rappelle quand même que Dostoïevski considérait que Don Quichotte était le plus grand personnage de l'histoire de la littérature parce qu'il était à la fois beau et ridicule. Donc, il est beau.
Le monde auquel j'appartiens est aussi peu actuel, en tout cas, que l'était celui des romans de chevalerie dans l'Espagne de la fin du XVIe siècle. Je le déplore, sans en concevoir la moindre culpabilité. Je sais seulement que ce serait plus confortable d'être couché dans mon époque comme dans un bon lit. Il y en a des écrivains qui sont comme ça, couchés dans le lit de leur époque, les draps sous le menton. Même lorsqu'ils rêvent, ils parlent la langue de leur époque. Je ne les critique pas, je les envie. Ma déploration est égoïste. Je les crois nécessaires, sans doute même plus que ceux qui, comme moi, s'imaginent qu'il leur revient de témoigner pour ce qui s'efface, ce dont le monde actuel s'éloigne. Curateur du bien des morts et des absents. C'était la fonction de Camões, du grand poète portugais Camões. C'était la fonction de Camões à Macao. Et je trouve qu'il est peu de titres qui conviennent autant à un écrivain. Il faut des greffiers du présent, il faut aussi des curateurs des biens des morts et des absents. C'est ma conception des choses. Mais dans le train du présent, évidemment, ceux qui sentent comme moi, ça nous assure une place dans le wagon de queue. De là, nous voyons s'éloigner à toute vitesse, comme un passager du train des Géorgiques, le paysage d'où nous venons. Me revient tout d'un coup l'image fameuse de Chateaubriand. Je me suis rencontré entre deux siècles comme au confluent de deux fleuves. J'ai plongé dans leurs eaux troublées, m'éloignant à regret du vieux rivage où je suis né, nageant avec espérance vers une rive inconnue. Les bouleversements qu'a vécu ma génération n'ont pas la violence épique de la Révolution et de l'Empire. Ils ne prennent pas l'aspect de grandes catastrophes, ils n'en sont pas moins immenses. Je ne suis pas sûr que mon espérance soit si grande que ça, mais il est vrai que je n'ai pas, comme Chateaubriand, le crucifix et l'éternité pour me rassurer. Beaucoup des traits du monde qui vient, qui est déjà là, ne me semblent pas accueillants à l'espérance. Monde de vitesse et de bruit, d'instantanéité, monde où la bulle gigantesque du présent dévore comme une explosion thermonucléaire le passé et l'avenir, où l'impudence de l'argent se transporte à la vitesse de la lumière, empire de simulacres, de jeux idiots, de laideur télévisuelle mondiale, monde de terrorisme, de trafic génétique et d'amours électroniques. Je ne vais pas entreprendre d'en dresser, même d'en esquisser la carte. Je devrais le faire, mais ce serait un livre alors qui ferait enfin pendant à l'invention du monde et pourrait s'intituler « L'éloignement du monde ». Ce serait un mélange de romans, de récits de voyage, d'essais, de pamphlets. Ce serait peut-être mon chef-d'œuvre, après tout. C'est pourquoi je ne l'écrirai sans doute jamais. Pour désigner une certaine vulgarité générale répandue dans la pensée et l'expression, je suis tenté de citer simplement les derniers mots du poème en prose de Mallarmé qui m'a donné le titre de mon premier livre, Le phénomène futur, qui met en scène donc le montreur de choses passées. Enfin, on est dans un temps futur, dans un temps sinistre du monde, et le montreur de choses passées. Non que j'ai dit que curateur des biens des morts et des absences, je trouve ça assez bien comme définition de l'écrivain, enfin une définition possible, d'un type d'écrivain possible, mais montreur de choses passées, je trouve ça pas mal non plus. Enfin, en tout cas, donc le montreur de choses passées montre une femme d'autrefois, avec sa beauté. Et, dit-il, dit Mallarmé, les poètes de ces temps, sentant se rallumer leurs yeux éteints, s'achemineront vers leurs lampes, le cerveau ivre un instant d'une gloire confuse, hanté du rythme, et dans l'oubli d'exister à une époque qui survit à la beauté. Voilà, c'est une époque qui survit à la beauté, qui, je voulais... avec quoi je voulais terminer, pas tout à fait terminer, parce que pour finir, ceci, je vous ai fait part de certains doutes qui parfois m'assaillent, et je viens de me livrer devant vous à un bel exercice de polycarpisme. Vous savez, c'est ainsi que Flaubert appelait sa détestation de son époque. Saint Polycarpe, disait-il, était son saint patron, un râleur
qui reprochait à Dieu de l'avoir fait naître en son temps. Je crois qu'il s'agissait du VIe siècle. Mais rassurez-vous, éprouver des doutes n'empêche pas d'écrire, même si ça rend parfois la chose difficile. Se sentir mal placé dans son époque non plus. Regardez Flaubert, justement. Alors, on s'éloigne, mais on est toujours là, pas mort du tout. Même si je suis mort, je dis ça pour les Happy Few, justement, pour ceux qui auraient lu le livre, même si je suis mort une fois à Bakou en 2009, et si Mathias Hénard a raconté comment il avait immergé mon corps dans la Caspienne, tout ça est imprimé, ça peut se vérifier. J'espère bien que vous me lirez encore, j'espère bien proposer à votre esprit critique de nouveaux livres qui s'éloigneront des sentiers battus, y compris des miens, et pastrouillants, comme aurait dit Gustave. Voilà. Je vous remercie.